Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, on parle de nouveau de Grèce antique. Après la Politeia la semaine dernière, c'est plutôt l'Andreia, la qualité d'homme, qui est à l'honneur aujourd'hui. On va parler de masculinité grecque. Juste avant de démarrer la discussion, je vous signale que pendant tout l'été, vous pourrez écouter le podcast. D'abord dans la version en collaboration avec Alexandre Jublin, Le fil de l'épée, où vous retrouverez nos hot takes estivales en histoire de la guerre. Et je signale aussi qu'on a fait 2 émissions pour décortiquer les films sur De Gaulle. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis dans Parole d'Histoire, comme l'an dernier, je vous propose une série d'été en 6 épisodes consacrée à l'histoire des successions, dynastiques, royales, impériales. Ça commence dès la semaine prochaine et on restera dans le monde grec d'ailleurs avec les Séleucides. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 2 hellénistes. Lydie Baudieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire grecque à l'Université de Poitiers. Et Véronique Mel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire ancienne à l'Université Bretagne Sud. Et ensemble, vous avez co-dirigé le superbe Dictionnaire des masculinités en Grèce ancienne, paru aux presses universitaires de Rennes, plus de 600 pages, et vraiment une déclinaison de tous les thèmes auxquels on pourrait penser ou même ne pas penser. Alors, c'est pas votre première collaboration même de ce type. Vous aviez co-dirigé un dictionnaire du corps dans l'Antiquité. Donc, comment est né cet ouvrage ? Est-ce que c'est un prolongement naturel, finalement, ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique sur les masculinités qui vous a accroché, donné envie de faire ça ? Lydie Baudieu. C'est une histoire et un cheminement, une histoire intellectuelle commune et un cheminement personnel et amical. Oui, parce que vous avez co-signé beaucoup de textes, même en dehors de ces 2 ouvrages. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que vous avez co-dirigés. Voilà, je crois qu'on a co-dirigé peut-être une petite dizaine d'ouvrages. On écrit seul, on écrit ensemble, on a des sujets communs et d'autres pas, ce qui fait, je crois, la richesse de ce cheminement. Le dictionnaire du corps a été pour toutes les 2 finalement un moment de rassemblement, puisque on travaille depuis une vingtaine d'années, chacune dans des champs différents, et le dictionnaire du corps était venu, en tous les cas c'était l'esprit, clore, en tous les cas mettre j'allais dire poser là une quinzaine d'années de travaux sur l'histoire du corps et rassembler finalement les entrées et faire un point finalement collectif à nouveau et historiographique sur toutes les avancées qu'avaient permis ces multiples travaux sur l'histoire du corps dans le monde gréco-romain, puisque l'ouverture chronologique était plus large. Et puis, quelques années après, on s'est dit qu'il y avait un autre champ qui nous avait non pas échappé, mais dont on voyait qu'il était temps en histoire ancienne et particulièrement en histoire grecque de travailler, puisque le champ historiographique de l'histoire des femmes et du genre avait évidemment bien cheminé, mais que à plusieurs endroits ou à plusieurs moments, la question du masculin, de l'homme et de la virilité était un champ largement inexploré. Véronique Mel. Donc il y a, je dirais, l'histoire du corps, c'est un point d'étape, et là c'est aussi un démarrage. On a eu plus de mal à trouver des collègues qui veuillent participer à ce dictionnaire des masculinités. C'est peut-être aussi un ouvrage qui est plus en écho avec l'actualité, même si sur le corps il y a toujours une actualité. Et puis je crois que le dictionnaire des masculinités, pour Lydie et pour moi, c'est aussi des réponses à nos questions d'étudiants. On fait toutes les 2 des cours en histoire des femmes, histoire du genre, et souvent les étudiants nous disaient « et les hommes ?» Et voilà, donc on avait des réponses, pas toujours, et on s'est dit il faut creuser, il faut poursuivre. Puis il nous semble que du coup c'est un bon calendrier. Alors moi, quand je faisais mes études à la fin des années 1990, on bossait beaucoup avec un petit livre toujours très chouette à lire qui est L'homme grec, dirigé par Jean-Pierre Vernant dans une collection franco-italienne. Il y a aussi L'homme romain, L'homme de la Renaissance, L'homme des Lumières, etc. C'est toujours des livres très stimulants, mais c'est des livres évidemment qui portent la marque de leur temps, et donc de l'homme grec au singulier, on est passé aux masculinités au pluriel. Alors est-ce que vous pouvez commenter ce déplacement ? Vous citez d'ailleurs ce petit livre dans l'introduction. Là, il s'est quand même passé quelque chose historiographiquement qui fait qu'on n'écrit plus cette histoire de la même manière. On n'écrit plus cette histoire de la même manière, mais c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et
Et cet ouvrage de Jean-Pierre Vernant, 93, d'abord, il a le grand mérite d'exister parce que ça fait effectivement l'objet d'une collection et ça fait partie de toutes les pistes ouvertes par Vernant et qui nous laisse finalement, j'allais dire, des boîtes à outils et du prêt à faire. Et donc, dans cet ordre-là des choses, je crois qu'on s'inscrit bien dans ces questionnements. Alors, effectivement, Vernant, alors c'est aussi un ouvrage collectif, c'est aussi une commande, c'est aussi une traduction, pardonnez-moi, et vous l'avez dit, aussi une collection. Alors, on sait tous éditorialement parfois comment on est un peu contraint dans ce genre d'entreprise éditoriale, mais ça dit aussi comment on pensait l'homme et comment lui l'a commandé à ses co-auteurs, c'est-à-dire le grec citoyen, combattants, soldats, militaires, religieux, paysans, c'est-à-dire une déclinaison comme ça, avec quelques formes de sociabilité quand même qu'il travaille dans ce propos. Mais évidemment, la lecture, elle est essentiellement statutaire. Alors, des reproches lui avaient été fait largement. Il y a un très bel article de Marie-Madeleine Mactou, délicat, comme écrit Marie-Madeleine Mactou, écrivait, pardonnez-moi, mais effectivement, il n'y a pas de question ou très peu liée aux femmes, là, pour le coup. Ni aux esclaves. Aux âges de la vie et à l'altérité de manière générale, voire même... aux plus pauvres de la cité. Oui, voire même l'altérité dans le genre masculin. Donc voilà, il y a un point d'étape. Ça permet aussi de voir le chemin parcouru par l'histoire du genre. Alors, quelque chose de très intéressant, justement, si on prend ce point de départ, c'est que les masculinités grecques sont parmi les plus valorisées culturellement depuis 2600 ou 700 ans, avec les premiers kouroi, qui sont des modèles statuaires. Et puis ensuite, il y a toutes les déclinaisons possibles et imaginables, jusqu'à la photo de couverture de votre dictionnaire, qui est celle des photographes contemporains, Pierre et Gilles, qui reprennent l'idée de l'Apollon, mais version 20e siècle ou 21e siècle, très colorée, icône gay d'une certaine manière. Voilà. Bon. Donc, il y a énormément de valorisation. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans le dictionnaire, c'est à quel point vous insistez sur le fait qu'il faut aller au-delà de ces images de masculinité idéale, dont on trouve aussi plein de déclinaisons, les figures divines, les statues, etc. Et donc, j'ai noté dans les entrées qu'il y a le malade, le laid, le pauvre, le fauché. Il y a même le fauché et le pauvre, c'est pas tout à fait pareil. Il y a même la situation de handicap. Voilà. Donc, est-ce que c'était un choix que vous avez ensuite diffusé aux personnes que vous avez sollicitées pour vraiment ne pas alimenter cette idée d'une masculinité idéale hégémonique? Alors, je crois que c'est à la fois un choix et une évidence historiographique. Un choix parce qu'on voulait bien montrer comment ce modèle n'était pas un modèle récent, mais que c'était un modèle que les Grecs eux-mêmes avaient construit depuis les kouroi, mais on a la même chose dans la littérature avec tous les héros de l'Iliade ou de l'Odyssée. Et puis ces modèles étaient proposés sous forme de statues, de peintures, de littérature. Et finalement, les Romains les ont repris, puis ça a été repris. Et aujourd'hui, c'est repris peut-être encore très très fort ces dernières années par les médias, la pop culture. Et on voulait à la fois montrer ce rôle du modèle et puis que ce modèle cachait tous les autres Grecs. Alors c'est aussi les travaux sur les esclaves qu'il y a plus récemment, les travaux sur les pauvres, les travaux sur le handicap, sur la maladie. Voilà, donc alors souvent qui ont plutôt été pensés avec les femmes. Souvent quand il y a des déficiences, c'est souvent traité avec le féminin. Et là, c'était aussi de pouvoir faire une place à tous ces autres qui peuplaient beaucoup plus les cités que les beaux gosses musclés qu'on était censé croiser sur l'agora. Ouais, Alcibiade était plus l'exception que la règle. Il y a des chances. D'un point de vue historiographique, vous l'avez dit au passage et vous en parlez dans l'introduction, et Pauline Schmidt-Pantel aussi le note dans sa préface qu'elle donne à l'ouvrage, le paradoxe de l'histoire des masculinités, pas seulement pour votre livre, mais aussi pour d'autres entreprises, on pense à l'histoire de la virilité en 3 volumes, c'est que c'est une histoire qui s'est développée en quelque sorte comme une déclinaison des grandes avancées de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu des pionnières, d'abord aux États-Unis, puis en France, dans les années 1960-1970, qui ont travaillé, qui ont posé la question du féminin dans l'histoire, ce livre ne pourrait pas exister comme ça. Oui, c'est d'ailleurs ce que disait à l'instant Véronique. C'est aussi un livre très contemporain
et qui s'inscrit dans le temps et le cheminement qui est le nôtre et qui est celui de l'historiographie, à la fois de l'histoire du corps et à la fois de l'histoire des femmes et du genre, et particulièrement de l'histoire des femmes, puisque on se rend compte, ce que tu venais de dire à l'instant, hein, c'est que l'histoire des femmes aujourd'hui a construit des modèles, des outils d'analyse, de questionnement épistémologique, et qui nous ont servi et qui servent l'histoire du masculin ou des masculinités. C'est-à-dire que la place des femmes a été, on va dire, réévaluée. On sait aujourd'hui qu'elles sont capables, agissantes, actives, avec une forme d'agentivité qui a pu à démontrer. Et aujourd'hui, effectivement, fort de ça, l'idée que l'on avait et que l'historiographie nous permet d'étayer, hein, parce qu'il y a un présupposé éditorial à la construction de cet ouvrage, c'est que l'homme ne se limite pas au viril, à la guerre et à la domination. Et c'est en cela que ces entrées-là, qu'on pourrait qualifier de génériques sur les vulnérabilités, là pour le coup, qu'il ne se construit, l'homme là pour le coup, pas seulement dans des actions magnifiées, mais aussi comme les femmes, finalement, avec des contraintes, des défaillances, des déficiences. Et finalement, l'Andrea, c'est un modèle. Et c'est celui, évidemment, qu'on a travaillé ici, mais il ne dit pas que des valeurs liées à la virilité, qu'il s'agisse de valeurs intellectuelles, morales et bien évidemment physiques, parce que on sait maintenant que les femmes en sont pourvues aussi d'Andrea. Et donc effectivement, le cheminement de l'un à l'autre et l'un par l'autre et l'un grâce à l'autre, historiographiquement, le moment est bienvenu là. Puis je crois aussi que c'est lié aussi à une historiographie des femmes particulière à l'histoire grecque. On sait bien que dans l'écriture de l'histoire des femmes, il y a celles qui écrivent plutôt l'histoire des femmes par les femmes pour les femmes. Et en histoire grecque, des chercheuses comme Pauline Schmidt-Pantel ou Nicole Laureau ont tout de suite tissé le féminin et le masculin. Donc on avait déjà une voie qui était balisée. Et l'histoire du genre est arrivée finalement peut-être très tôt en histoire grecque avec ces deux lectures. Et là aussi, c'est... Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit... Jean-Pierre Vernant, mais il y a une génération entre Vernant et nous. Il y a cette génération de Nicole Laureau, Pauline Schmidt-Pantel, Pierre Brûlé. Je vais citer que ceux-là, hein, mais tous les trois ont toujours tissé le féminin et le masculin, et je crois qu'on se rappelle de ça. Sachant qu'on pourrait aussi internationaliser les références, parce que vous le mentionnez dans l'introduction, c'est aussi un champ qui s'est énormément nourri de questionnements, notamment sur la notion de masculinité hégémonique, et plus largement sur des travaux très très importants, notamment dans les universités américaines. Donc voilà, donc c'est surtout des auteurs francophones que vous avez sollicités, mais qui lisent évidemment tous ces travaux, qui en proposent le bilan. Lydie Baudiou, tout à l'heure, vous avez parlé d'Andrea. Alors le français a homme, mâle, masculin, viril qui vient du latin. Quel serait le champ sémantique du masculin en Grèce ancienne ? Alors, il y a plusieurs mots qui se recouvrent pas totalement et dont les définitions finalement disent toutes. Alors, il y a plusieurs définitions, on va dire les choses comme ça. Il y a des reconfigurations possibles et qui disent finalement la multiplicité des façons d'être un homme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, on a longtemps pensé que le dictionnaire allait avoir un sous-titre qui était façon d'être un homme, pour reprendre là la référence à Nicole Laureau. Mais effectivement, on a Aner, on a Anthropos, on a Andrea, dont la définition est faire preuve d'une vertu ou d'une qualité mâle, si on reprend ici la définition donnée par Chantraine. Alors ça recouvre pas non plus le vir romain. Il y a traduction ordinaire de courageux,
viril, associé à des idées de mâle, de force, d'énergie. Tout ça, c'est l'Andrea. Oui, et j'allais dire une association lexicale qui est androsexuée systématiquement et associée, et on vient là finalement un peu à Vernon dont on parlait à l'instant, associée aux citoyens. C'est-à-dire un présupposé d'autorité, d'implication militaire, de force, donc politique et sociale là pour le coup, et finalement une forme de confiscation sémantique et lexicale par une caste particulière. Dans quelle mesure cette Andrea est biologique, physique, notamment du point de vue de la pilosité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi Véronique Mel, vous avez écrit l'article Poil qui fait suite, notamment on a cité Pierre Brûlé, son livre L'essence du poil dans la Grèce antique. Dans quelle mesure cette Andrea, elle a un substrat, ou elle est pensée par les Grecs anciens comme ayant un substrat visible dans le corps et la pilosité? Alors, elle a un substrat essentiel dans la biologie, mais pas suffisant. C'est un substrat essentiel parce que c'est un corps qui est préparé, j'allais dire, depuis le ventre maternel. C'est déjà un fœtus qui a plus de capacité qu'un fœtus féminin, qui est mieux placé dans le ventre, qui va naître plus vigoureusement, qui va avoir une croissance plus idéale, et puis qui va... Là, c'est une lecture hippocratique qui va mieux chauffer, mieux cuire. Son corps chauffant va laisser ouvrir sa peau, les poils vont abonder. Comme dirait Pierre Brûlé, le poil c'est l'homme, reprenant cela Aristote. Donc avec après toute une déclinaison qu'on va trouver dans la couleur des poils, le blond qui va renvoyer au divin, le brun ou le roux, la force, la vitalité. Mais ce capital de départ, si on ne l'entretient pas, si on ne l'éduque pas, si on ne le façonne pas, s'il n'est pas façonné par l'individu et par la collectivité, il peut devenir un homme défaillant, il peut devenir un perdant. Oui, et sachant que des hommes défaillants, ils existent aussi aux marges du monde grec. Il y a un article consacré aux barbares. La masculinité grecque, elle s'affirme aussi en opposition aux femmes, en opposition à l'homme imparfait, que serait le barbare, par sa mollesse, par son apparence, par toute une série de caractéristiques. Et là, la lecture est la même. Le barbare a aussi un mauvais potentiel, un potentiel qui est lié au climat sous lequel il vit, qu'il soit trop chaud et trop nerveux, parce que dans le nord de l'Europe, au contraire, trop ramolli, parce qu'il serait plus dans le sud, et puis après mal éduqué, mal contrôlé, et donc forcément inférieur aux Grecs. Les lectures sachant qu'il y a évidemment un impensé total qui est que les barbares de l'Asie mineure vivant exactement en même latitude que les Grecs ne peuvent pas rentrer dans ces catégories, mais ça peut pas rentrer dans la théorie, quoi. Non. Mais les signes de la masculinité sont biologiques en fait. C'est-à-dire que l'armature et la structure de pensée, c'est que ils sont biologiques. Ils sont visibles, et donc la question de la déclinaison de la déficience, elle va aller pour l'altérité, quelles que soient les formes de cette altérité, soit dans de la dépréciation, soit dans des signes de défaillance, soit de déficience, à l'endroit finalement des autres statuts, on va dire les choses comme ça. Donc le biologique va déterminer la lecture. Un biologique, d'ailleurs, qu'on ne montre pas de la même manière, et là aussi c'est en lien avec cette Andrea que l'on peut montrer pleinement ou pas, parce que les esclaves ne peuvent pas se mettre nus au gymnase, et de la même façon, beaucoup de Grecs pensent que les barbares ayant le corps amolli ne sont pas nus, ou ne peuvent pas se mettre nus, ou s'ils se mettent nus, on voit leur corps amolli. Et je me souviens d'Agésilas en Asie mineure qui a tout un discours sur cette mollesse barbare. Autrement dit, il y a une forme de privilège de l'Andrea qui est caractérisée, ou plutôt dont une des manifestations serait la nudité exhibée. Oui, parce que la masculinité se construit. Au gymnase, se construit par l'effort sur soi, physique. Donc on n'est pas homme, on le devient. Oui, on construit par cette éducation. Alors c'est une des formes de l'éducation, mais enfin elle est quand même essentielle dans le quotidien. Elle façonne des corps, elle façonne aussi des esprits là pour le coup, et elle façonne des corps performants.
C'est-à-dire dans cette idée que l'entretien du corps fait partie aussi de la construction psychologique, de l'effort sur soi, des attentes politiques qu'il va y avoir. Et donc, il y a un ensemble de pratiques sociales, quotidiennes, individuelles ou collectives que la famille va prendre en charge dès la naissance, voire même avant les naissances, ce que disait Véronique. On s'arrange même pour avoir des petits dom in utero, avant même qu'ils ne naissent, des garçons. Jusqu'au grand âge venu, on a finalement un ensemble de pratiques qui sont aussi les pratiques de banquet, les pratiques de concours, ou que sais-je encore, les funérailles, la guerre, ou que sais-je encore, qui construisent finalement une espèce d'appropriation grecque à ce modèle qui est plutôt aristocratique, qu'on appelle la kalokagatia. C'est beau, c'est bon, c'est intègre, c'est avec des valeurs et partagées là pour le coup, et qui construisent finalement une caste particulière et écartent finalement à tout point les autres. Et ça renvoie aussi à une idée, et ça renvoie aux premiers travaux sur le corps, à cette idée pour les Grecs que l'esthétique et l'éthique sont intimement liées, et finalement ce que l'on va voir à la surface des corps, c'est aussi ce que sont les hommes à l'intérieur. Ce qui explique aussi que au théâtre, en iconographie, on va se moquer de tout ce qui échappe à ce façonnement des corps. On va se moquer de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont petits, de ceux qui sont bedonnants. Alors, ce qui nous apprend aussi qu'ils existent, mais qu'ils ne correspondent pas à cet idéal. Façonner, c'est aussi se façonner et se maîtriser. Alors, Véronique Mel, vous avez notamment signé un article sur l'ivresse qui m'a beaucoup intéressé parce que, de manière plus large, au-delà simplement de la question de l'ivresse, la question de la maîtrise de soi est un élément assez déterminant des masculinités grecques. Se maîtriser au combat, maîtriser sa parole, maîtriser sa façon de se tenir dans la cité vis-à-vis des autres, et puis évidemment maîtriser la boisson, parce que rien de pire que boire du vin pur. Il faut maîtriser pour progressivement atteindre l'ivresse et surtout pas comme un barbare directement. Donc cette idée de maîtrise de soi, elle est aussi au cœur de ce façonnage des masculinités. Alors l'entrée avec ce rapport à l'alcool et à l'ivresse est sans doute une entrée aussi qui permet de bien voir ces deux éléments, la biologie, parce que l'alcool joue sur le corps, transforme le corps, fait perdre ses capacités, fait rapprocher de la mort aussi. Et puis en même temps, c'est l'occasion de se prouver et de prouver aux autres ce que l'on est capable de faire, ne pas être un barbare, ne pas être une femme, savoir tenir sa parole, tenir ses gestes, rester au banquet, conforme à ce que l'on doit être sur le champ de bataille. C'est une manière le vin, c'est une manière de s'éprouver. Alors il faut le boire, mais avec modération, avec les bonnes personnes, à la bonne occasion, dans le bon temps. Alors ils ont le vin joyeux aussi quand ils se promènent en comos jusqu'à la salle de banquet. Ils ont le vin joyeux jusqu'à un certain moment. Et puis il y a cette insistance au contrôle, et en particulier je renvoie à tous les travaux de François Lissarag qui a beaucoup travaillé sur le banquet. Et on pense à toutes ces coupes en particulier où on va voir dans le fond de la coupe la fin du banquet avec un homme allongé, les yeux partis dans le vague, la tête soutenue par un petit esclave, et puis un joli vase qui est celui dans lequel il a dû boire mais dans lequel il vomit. Et donc là, quand on arrive à la fin de sa coupe, qu'est-ce que l'on voit? On se voit en miroir, et si on est arrivé là, c'est peut-être qu'on est arrivé un peu trop tard et qu'il est temps de reprendre le contrôle sur soi. Ce contrôle sur soi et plus largement cette andréia grecque, un des paradoxes, c'est que, aussi parfaite soit-elle, cette masculinité grecque n'est jamais tout à fait suffisante pour faire un bonhomme romain. Au moment où il y a l'intersection entre le monde grec et le monde romain, en particulier à partir du IIe siècle avant notre ère, les Grecs qui se sont construits comme de parfaits hommes et citoyens, même ceux-là, même un Polybe, disons, ne peut pas totalement entrer dans les cadres de la masculinité romaine. Il y a un article qui porte sur ces enjeux. Oui, il y a le bel article d'Anne Gongloff sur le regard romain sur les Grecs, mais je dirais que c'est un regard de dominant. Et à partir du moment où... les Grecs sont les barbares des Romains. Voilà. Ou à partir du moment où on change de dominant, finalement, les Romains prennent une partie de la grille de lecture des Grecs et la décentrent, et les Grecs passent à la périphérie
et récupère une partie des attributs des barbares. Et on sent bien, alors je vais être un peu piquante avec les Romains, mais c'est pas grave, on sent bien le paradoxe de ces Romains qui envient ces Grecs, qui pillent leurs sanctuaires, qui prennent leurs œuvres d'art, mais en même temps qui construisent une supériorité parce qu'elle doit être politique, parce qu'elle doit être territoriale, et que quand même, il faut bien inférioriser aussi ceux que l'on domine. L'autre paradoxe que travaille beaucoup le livre, c'est l'idée que cette masculinité, elle est toujours susceptible de se déplacer. Vous citez un moment, je crois, Nicole Leroux, qui parle d'opérateurs féminins du masculin. Il y a des hommes qui peuvent avoir des qualités féminines, il y a des histoires de travestissement, il y a des songes. Alcibiade, avant de mourir, aurait rêvé qu'il était fardé comme une femme. Autrement dit, il y a quand même toute une série de déplacements. C'est le propre des frontières, de pouvoir être transgressé et déplacé. Et il y a pas mal de cas du monde grec qui illustrent cette possibilité de jouer avec la limite du masculin, du féminin. Oui, c'est pour ça qu'on a voulu cette entrée femme et d'autres entrées, mais quand on a construit finalement le lexique et les intentions, celle dont on vient de parler, le regard romain et femme, c'est parfois des commandes, c'est-à-dire que on avait l'intuition et le souhait que finalement ces notices existent dans le dictionnaire. Et si je commence par femme, c'est parce que l'homme grec expérimente le féminin. Et c'est ce que vous êtes en train de souligner. Le travestissement, effectivement, dans les rites, sur la scène du théâtre tragique, par exemple, assez souvent, comique aussi, à d'autres moments. Voire guerrier pour se déguiser en femme, pour éliminer des Spartiates qui ont pris le contrôle de Thèbes, on se déguise en femme. Oui, on n'a pas trop de mal à trouver des exemples, finalement, alors qu'à d'autres endroits, on peut être empêché, mais pas là. Et traiter un homme en femme, soit parce que on veut dire la déchéance, ou on veut dire l'adultère, on veut dire la trahison, la féminisation du corps féminin, elle est à plusieurs endroits, en particulier, vous le disiez, dans un contexte guerrier. Je pense aux humiliations spartiates pour ceux qui ont défailli. On a plusieurs entrées sur perdant. On voulait, tu te souviens, Véronique, elle n'a pas été écrite, mais on se la garde pour dans une autre vie. On voulait loser comme entrée. Et je reviens à la question sur la féminisation des soldats spartiates qui ont manqué. On revient au poil, couper la moitié de la barbe. Enfin, c'est un exemple, ou porter des vêtements féminins. Donc l'expérience féminine des hommes, elle est à plusieurs endroits. Elle n'est pas toujours dépréciative. Oui. Parce que si on pense au plus bel âge pour les hommes, c'est l'âge où ils n'ont pas encore tous ces caractères de virilité. C'est l'âge d'avant les poils, c'est l'âge un peu androgyne, où il n'y a pas encore les formes. Donc ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'il n'y avait pas que la catégorie du modèle, et que ce genre était bien plus fluide que sans doute ce qu'on avait voulu projeter pendant des siècles, au moins 2 siècles et demi de recherche. Et qu'il y a des tensions, en histoire grecque. Il y a à la fois des tensions, il y a des temporalité, et là dans notre conversation on nivelle un peu, on nivelle les périodes, on nivelle les cités, voilà, donc tout ça finalement est assez enfin en tous les cas dans l'éclatement des notices montre comme ça par touche ces définitions plus, j'allais dire plus mobile que ce qu'on aurait imaginé. Et je crois que c'est cette fluidité aussi qui explique le succès aujourd'hui. Et quand on voit toutes les masculinités qui sont reprises aujourd'hui, c'est justement parce qu'elles sont pas monolithes. Alors certes, on va avoir le Spartiate viril, cette image, j'irais tirée de 300. Et puis on va avoir aussi ce qu'il y a sur la couverture avec Pierre et Gilles, qui ont fait toute une série de photos sur les hommes grecs, toute une série de personnages de la mythologie. Donc voilà, c'est aussi ce filtre-là qui est encore là aujourd'hui, et c'est pour ça je pense qu'il est bon d'utiliser ces hommes grecs. Et puis la lecture aussi du féminin, je pense à des grandes figures, enfin je pense à l'ouvrage là, Artémis d'Halicarnasse, là par exemple, c'est-à-dire que là on voit finalement ce que ça peut recouvrir plus largement.
Ouais, l'ouvrage de Violaine Sébillotte qui était venu en parler dans le podcast. Dans les cités grecques, on rencontre parfois de très vieux hommes. On rencontre un Sophocle ou un Platon qui a vécu plus de 80 ans, avec souvent un paradoxe, qui n'est pas unique à la Grèce, mais qui est à la fois le respect dû à l'âge et puis une marginalisation sociale progressive. Comment ça fonctionne ce rapport à la vieillesse ? Alors la vieillesse, elle est paradoxal là aussi, parce qu'on est dans des cités dans lesquelles les espérances de vie sont somme toute assez courtes, et paradoxalement il y a de grands vieillards, quelques très rares centenaires. Une fois qu'on a passé l'âge de la guerre, finalement, et si on est plutôt dans les catégories aisées, on peut vieillir. Et puis il y a cet élément-là, toujours le biologique, qui fait que le corps devient performant, on va dire entre 30 et 50 ans, puis après, petit à petit, les capacités s'amenuisent, l'esprit plus ou moins là, mais il y a l'expérience. Donc il y a toujours ce paradoxe, mais ce que l'on croise dans nos sources, là encore, c'est l'élite, Sophocle, c'est l'homme de théâtre, Platon, c'est le philosophe. Donc là, on garde d'eux la sagesse, on leur pardonne des extravagances. Après, ce qu'il en est des vieux dans les autres contextes, c'est plus difficile. Ça permet aussi d'approcher la sensorialité, c'est-à-dire que à plusieurs endroits, il y a plusieurs moments, et en particulier dans la dépréciation du vieux, il y a la perte des sens, des capacités, que ce soit l'ouïe, la parole, ou des capacités de mobilité, c'est-à-dire s'inscrit sur le corps aussi cette dépréciation. Et ce qui est intéressant pour les vieux en l'occurrence, c'est qu'on pardonne quand même beaucoup plus aux vieux hommes qu'aux vieilles femmes. On les laisse devenir plus longtemps vieux, et avec des qualités qui sont encore remarquées et éventées. Alors que si on fait le parallèle sur les femmes âgées, on leur pardonne nettement moins, là où une calvitie peut parfois dire des choses positives. Une seule dent dans la bouche d'une vieille suscite là, pour le coup, une dépréciation féroce. Donc là, le rapport à la sexualité aussi, où on va vanter un vieil homme parce qu'il est encore en capacité de séduire, alors que la vieille femme qui cherche à courir après tous les genoux du quartier, Aristophane va s'en moquer. Comme il se moque de beaucoup de monde au passage. Oui. Voilà. Mais effectivement, on va trouver un stock de moqueries sur les vieilles, considérable. Toujours beaucoup plus. Alors, vous y avez fait allusion, la discussion comme ça, Bâton-Rompu a tendance un peu à aplatir la chronologie. Donc, si on essaye de réfléchir à ça, est-ce qu'il y aurait des façons archaïques d'être un homme en Grèce qui se transformeraient, qui seraient plus tout à fait valables, disons, à la basse époque hellénistique? C'est dur parce qu'effectivement, on a l'impression que les modèles culturels, justement, on lit Homère très tard. On lit Homère jusqu'à la fin de l'Empire romain. Donc, finalement, il y a des modèles qui se perpétuent. Mais est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait pointer comme des marqueurs d'évolution? Alors, comme toujours en histoire, on est tributaire de nos sources. Et les sources de la période archaïque nous donnent, et sont encore plus fortement marquées par le modèle homérique, et nous donnent donc cette impression d'un homme qui est essentiellement un guerrier. Ça va avec la sculpture, l'écureuil, cette musculature du haut du torse, ses cuisses musclées, ses cuisses de combattant, ses cuisses de dieu. Après, on va voir apparaître plus un champ politique, mais c'est aussi parce que les sources se transforment. Et si on regarde l'époque hellénistique, le grand marqueur, sans doute, c'est la guerre. Et la guerre n'est plus le privilège des citoyens. Donc, non pas que le mercenariat n'existait pas avant, il a toujours existé, mais la place plus grande des mercenaires va faire que le citoyen n'est plus toujours obligé de s'illustrer sur le champ de bataille. Il va y avoir d'autres moyens de s'illustrer, et en particulier, ça va être l'évergétisme et la richesse. Donc il va y avoir d'autres moyens. On va toujours fréquenter le gymnase, mais on va l'avoir offert avant. Donc c'est peut-être un des marqueurs, un des glissements, mais là aussi c'est de la chronologie à grands traits, et on a du mal à plus de finesse, comme souvent sur l'Antiquité. Non, j'allais ajouter qu'on est dépendant de l'histoire des représentations, là, aussi, pour le coup. Voilà.
Mais du point de vue de la représentation, d'ailleurs, vous y avez fait allusion, les statues sont un marqueur assez intéressant parce qu'on trouve à l'époque hellénistique, on admet des imperfections masculines, une figure de vieux boxeur entaillé, une figure de vieillard d'ivrogne, etc., qui sont, alors peut-être que ça existait et que ça ne nous est pas parvenu, mais on a quand même du mal à l'envisager pour l'époque archaïque ou classique, où on a l'impression qu'on fait plus attention à lisser les représentations et à les rendre idéales. À l'époque hellénistique, c'est comme si on arrivait à représenter du réel, y compris dans ces aspects les moins valorisants pour certaines personnes. Alors l'histoire de l'art a en effet évolué. Elle a changé à l'époque hellénistique. Il y a sans doute un tournant à la fin du IVe siècle. On le voit déjà avec la petite plastique. Là, c'est des travaux que Violaine Jamet, qui devait nous faire une notice et qu'il regrette de ne pas nous l'avoir faite. Mais elle a beaucoup travaillé par ailleurs sur les tanagras et elle montre qu'il y a toute une plastique dévalorisante. Mais là, par contre, c'est nos musées qui ne montrent pas ces objets-là. Quand on va dans nos musées, c'est les Grecs qui sont toujours beaux. On a toujours du mal à trouver des masques de théâtre grimaçants, des statuettes d'esclaves avec le sexe qui dépasse, des statuettes de vieux bedonnants. Puis après, on a la grande plastique d'époque hellénistique où on voit en effet apparaître une autre proximité des corps avec des vieilles ivrognes, le pugiliste avec ses blessures. Voilà, il y a les deux. Il y a à la fois une évolution des normes et puis une évolution de l'histoire de l'art. Et puis le dernier élément que j'ai mentionné à l'instant, c'est aussi ce goût pendant longtemps de ceux qui peuplent nos vitrines de musées. Et puis quand on prépare une exposition, on a plutôt tendance à montrer du beau. Par ailleurs, si on regarde un peu sur les 15 dernières années, en Europe, il y a une quinzaine d'expositions sur la beauté grecque ou gréco-romaine. Moi, je n'en connais pas sur la laideur, par exemple. Si maintenant on pose une question qui a trait aux spécificités du monde hellénique, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait des manières spécifiquement grecques d'être un homme qu'on retrouverait pas dans d'autres cultures, d'autres peuples de l'Antiquité, parce que il y a un certain nombre de choses qui sont partagées, le courage, la valeur militaire, la beauté physique, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans plein d'endroits. Est-ce qu'il y a des manières étrange d'être un homme grec, et peut-être je dirais étrange pour nous. Alors voilà, spontanément je pense par exemple au fait de s'enduire le corps d'huile pour se rendre beau. C'est quelque chose qu'on aurait, il y a peut-être des gens qui font ça à la plage pour bronzer, mais voilà, en dehors de ça, c'est une pratique qui nous semble très 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 lointaine. Donc qu'est-ce qu'il y aurait d'étrange dans les masculinités grecques? Je sèche là. Je crois qu'on est trop familière finalement. Ouais. Parce qu'en effet, l'huile d'olive, mais c'est pas spécifique. C'est d'ailleurs très révélateur de ne pas réussir à vous répondre, en fait. C'est-à-dire que dans notre... rien ne nous étonne. Alors peut-être que c'est l'efficacité du modèle grec qui fait qu'on n'a jamais pris de distance. Oui, c'est-à-dire que nos pratiques en dépendent toujours d'une certaine manière. Non pas que je botte en touche, mais je crois que c'est lié aussi au peu de travaux, en tout cas pour l'Antiquité, sur l'homme romain, sur les masculinités romaines, égyptiennes, mésopotamiennes. Là aussi, je pense que autant quand on a parlé tout à l'heure de l'histoire du corps et du dictionnaire du corps, on avait réussi à réunir des collègues qui travaillent sur l'Antiquité gréco-romaine. Ce qui serait plus difficile à faire sur les masculinités. Là, je pense qu'il y a aussi des temps de l'historiographie, et alors certes, on a un regard un peu hellénocentré, ce qui fait qu'on a peut-être du mal à voir les spécificités. Mais c'est peut-être la mesure grecque qu'on retrouverait pas à Rome, en tout cas pour l'alimentation. Alors après, il y a la philosophie. Moi, je dirais qu'il y a quand même un gros poids, c'est juste ce poids des modèles, mais qui existe ailleurs, et qui a été théorisé très tôt en Grèce, parce que la philosophie présocratique, elle est vraiment ancienne, elle a du poids. Il y a, je pense, ce modèle philosophique qui est peut-être cette particularité qui arrive plus tardivement pour les autres sociétés. Hein. Et puis par ailleurs, je réponds pas non plus. Je crois que je vais botter ailleurs en touche, mais en touche de la même manière. On s'est quand même posé la question à plusieurs endroits ou à plusieurs reprises des notices qui n'existaient pas, ou des notices qu'on n'arrivait pas à confier parce qu'on n'avait pas d'interlocuteur sur le sujet. Et si j'avais un facteur d'étonnement, et peut-être ce serait lié à la familiarité. Ce serait lié à
à l'individu, c'est-à-dire l'approche individuelle est quasiment impossible ou elle est aussi modelée par voilà. Mais je pense à certaines entrées. Qu'est-ce qu'être un petit garçon? Qu'est-ce qu'être un père? Ou par exemple, on a une entrée mariage, mais on n'a pas une entrée mari. Et donc peut-être aujourd'hui c'est un facteur d'étonnement mais peut-être il y a à travailler. Si on avait à se dire, si on faisait un autre dictionnaire ou si on le mettait en ligne et qu'on rajoutait des notices. Et en trouvant des sources. Et en trouvant des sources, mais peut-être parce que les questions, on se les est pas posées comme ça, parce qu'on les a posées au travers de l'oikos, parce que l'entrée oikos, elle y est, l'entrée famille, elle y est, l'entrée mariage, elle y est. Et la question de l'individu, non pas qu'il nous a échappé, parce que je pense qu'on a donné et montré des galeries individuelles qu'on n'avait pas ailleurs mais par contre certains individus nous échappent et voilà, il y aurait le facteur peut-être pas d'étrangeté mais d'étonnement et de piste pour demain. Pour terminer l'entretien, je t'avais demandé peut-être de choisir une notice, mais alors peut-être qu'on les a déjà toutes évoquées, mais une notice qui vous plaît particulièrement ou qui vous paraît inhabituelle pour en dire un mot. Alors elle n'est pas inhabituelle, elle était même attendue, je crois. C'est le phallus. Voilà, on va dire les choses un peu pour finir sur une boutade. On a tourné autour, à la fois dans notre entretien et dans le dictionnaire. Mais le sexe biologique, c'est quelque chose que on avait souhait à la fois de montrer, voilà, puisque les Grecs ne se privent pas de cette représentation, mais aussi le phallus social, c'est-à-dire la représentation sociale, questionner cette iconographie abondante de sexe dressé, qu'il s'agisse des Hermès ou d'autres statuaires avec là des pénis bien petits ou attachés ou ligotés ou au repos, mais toujours petits quand même. Et donc, cette représentation du phallus et puis un questionnement sur effectivement l'appareil sexuel masculin, sa nomination. Il est traité aussi du point de vue de la semence, c'est-à-dire du point de vue de la production biologique. Donc voilà, cette notice, j'allais dire, elle est à la fois au centre du volume et elle est pas du tout sur la couverture pour le coup, ce qui permet de vendre en librairie grand public malgré tout. Et ben voilà. Alors peut-être que cette réponse sur le phallus, ça répond à la question précédente, parce que je crois que c'est quand même la société de l'Antiquité où il y a des phallus partout. Sur les murs, sur les statues, dans la littérature, ils en ont autour du cou en amulettes, etc. Les romans font pas mal de graffiti, mais peut-être pas autant. Y compris sur des objets de culte. Et là, sur les objets quotidiens. Et là, c'est sur les objets du quotidien, c'est partout. Donc la Grèce, une Grèce antique, civilisation du phallus. Finalement, on a trouvé une spécificité, voilà. Peut-être un léger raccourci. Il faudra complexifier avec les 600 pages du dictionnaire. Oui, c'est ça. Véronique Mel, pour une notice que vous avez choisie. Alors moi, j'en avais gardé 3 et je m'étais dit qu'en fonction de ce qu'on dirait, j'avais gardé Alcibiade, Diogène et le banquet. Et je crois que j'ai gardé Diogène. Donc c'est une notice qu'on doit à Aurélie Damé. Et Diogène, c'est donc ce philosophe du IVe siècle, ce premier cynique, celui que Platon appelle un Socrate devenu fou. J'aime beaucoup cette formule. Et ce Diogène, il est totalement paradoxal parce qu'à la fois, il est dans la modération, comme tous les cyniques, la modération, le travail sur l'endurance, la maîtrise. Et en même temps, il est à contre-courant, il dénonce les règles, il crée ses propres règles. Il est un homme qui monte son phallus, puisqu'on vient d'en parler. Donc il permet d'interroger les normes. Et puis cette figure-là de Diogène, moi je l'aime bien. Alors je sais bien qu'il faut pas toujours aimer sur quoi on travaille parce qu'on perd un peu d'objectivité, mais de temps en temps on a le droit d'avoir des petits coups de cœur. Parce que moi je le considère comme un proto-féministe. Il réfléchit, il renonce au mariage, il réfléchit sur le consentement des partenaires, il y a des femmes qui philosophent, et je trouve que ce Diogène est très moderne. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut lire la notice Diogène, et puis les 100 et quelques autres.
Et alors, pour terminer l'entretien, je voulais vous demander quels sont, parce qu'on a dit en filigrane, tout le livre travaille en dialogue avec les représentations contemporaines du péplum, de la BD, du jeu vidéo, etc., etc. Du coup, est-ce qu'il y a des représentations contemporaines des masculinités grecques qui vous intéressent particulièrement, soit que vous trouvez juste historiquement, soit que vous trouvez frappantes ou bonnes à penser en lien avec l'Antiquité? On n'en manque pas. Du coup, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent, Lydie Baudiot? Alors, mon choix se porte sur Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, acteur, et Ralph Fiennes qui incarne Ulysse dans le film de Pasolini, The Return, qui est sorti en 2024. Uberto Pasolini. Voilà, le neveu de Visconti, donc on est dans une autre génération. Alors pourquoi parce que c'est le patient anglais 20 ans 20 ans après, c'est le duo Juliette Binoche, Pénélope et Ralph Fiennes, Ulysse. Le film, je le situe rapidement, raconte le retour, la deuxième moitié de l'Odyssée, le retour d'Ulysse à Ithaque après 20 ans d'absence. Et ce traitement d'Ulysse et cette incarnation d'Ulysse, elle m'a semblé remarquable de l'image des masculinités aujourd'hui et de l'image de la représentation aujourd'hui. On pourra attendre d'ailleurs le Christopher Nolan qui va sortir et on pourra sans doute vous écouter ou écouter d'autres podcasts sur le sujet. Mais il y a un corps là, il y a un acteur, mais il y a un corps, il est quasiment mutique. Il a un corps totalement dépouillé. C'est un Ulysse de chair, c'est un Ulysse fatigué, c'est un Ulysse coupable. Et donc, ça faisait lien à vos premières questions sur nos travaux communs, à la fois sur l'histoire du corps et l'histoire du masculin. Finalement, cet Ulysse qui n'est pas un Ulysse rusé, qui est un Ulysse à bout, a un corps qui raconte son histoire. Il n'est plus un héros. En tous les cas, il est un héros dépouillé et taiseux. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de regards. Et c'est un Ulysse qui doit recouvrer sa force, son identité, sa masculinité aussi, pour redevenir auprès des siens et reconquérir sa place dans son royaume, dans sa famille, le lien avec évidemment Pénélope et Télémaque, mais pas seulement. Donc voilà mon héros masculin, il est fatigué. Ça donne très envie de le voir. Véronique Mel. Alors moi je vais avoir une proposition plus décalée et plus ancienne. On a ouvert l'entretien en parlant des étudiants et du rôle qu'ils avaient. Moi j'ai hésité entre 300 qui est attendu, et puis quelque chose dont je me sers avec mes étudiants en cours. Je leur fais découvrir l'opérette. Voilà, donc... La Belle Hélène ? La Belle Hélène. Donc Offenbach, 1864, et je l'ai fait travailler finalement sur 3 regards sur les masculinités. La masculinité antique, et je leur fais découvrir l'opérette. Personne ne connaît plus l'opérette dans cette génération-là. Je fais ça avec des étudiants de licence. Et voilà, donc ils font la tête quand je leur dis on va écouter de l'opérette, on va regarder de l'opérette, et généralement ils repartent et j'entends les poux de la reine, poux de la reine, poux de la reine crier dans le bâtiment, et ça c'est toujours mon plaisir de l'année. Mes collègues me disent t'as encore fait opérette aujourd'hui, et on travaille ce regard sur et après on lit Homère. Voilà, donc on part du couplet des rois, où on voit défiler les 2 Ajax. Et alors je leur choisis une version qui a été jouée à l'Opéra de Hambourg il y a 5 ans. Et l'expédition vers Troie, c'est grosso modo La croisière s'amuse. C'est cet embarquement pour Cythère, et c'est les 2 Ajax d'Amsterdam. Voilà, donc ça joue sur plein de choses. Le bouillant Achille et puis l'époux de la reine. Donc ça permet aussi de les amener vers ce corps de héros, de voir comment Offenbach travaille les masculinités sous Napoléon III, comment il y a la critique des bourgeois, la critique de l'Église, comment Calcas n'est plus le devin, mais un homme d'Église un peu borderline. Et puis ça permet de regarder comment la mise en scène et comment on retrouve nos masculinités jouées
se répercute du 19e à l'Antiquité et comment on peut amener des jeunes gens, des jeunes femmes de 20 et quelques années à relire Homère, à lire Homère, à découvrir, et ça marche bien. Ouais, il faut aller voir sur YouTube sa présentation parce qu'on peut voir la belle production Marc Minkowski aussi, Théâtre du Châtelet, il y a une vingtaine d'années, qui était fantastique. Il y a plein de versions et qui sont, je trouve, des très bons moyens de travailler les masculinités contemporaines aussi, de voir ces regards, et de revenir vers l'Antiquité et de faire à la fois du 19e siècle, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est pas grave, de temps en temps, il faut faire, comme disait Nicole Laureau, des pas de côté et jouer avec l'anachronisme. Merci beaucoup. Comme l'émission est diffusée mi-juillet, je pense qu'on va vous quitter en musique avec Part pour la Crète. C'est une bonne injonction estivale. Il sera pour ces monarques proches d'être absent. Le roi là, type qui s'embarque, type qui s'embarque, type qui s'embarque, bien imprudent, bien imprudent. Type qui s'embarque, type qui s'embarque, bien imprudent, type qui s'embarque, type qui s'embarque, bien imprudent. Papa, 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 papa. Papa, 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 papa,